Bonsoir. Merci d'être là nombreux pour cette rencontre. Bonsoir Valérie, bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis très heureuse d'être là pour mener cet entretien qui se terminera par une autre lecture de Pauline Riba. On entendra un passage de Dans le faisceau des vivants, un récit que vous avez fait paraître en 2019 chez l'Olivier, votre maison de toujours. C'est le livre qui a précédé Qui vive, paru au printemps dernier. Ce sont ces deux livres que nous allons évoquer ce soir. Je rappelle, Valérie Zenati, que vous êtes autrice, scénariste, traductrice, autrice pour la jeunesse aussi. On peut citer Une bouteille dans la mer de Gaza, c'était à l'école des loisirs en 2005. Chez l'Olivier, on peut citer En retard pour la guerre, Jacob, qui avait eu le prix du livre inter. Quant à la traduction, on en reparlera tout à l'heure. Qui vive, on vient d'en entendre le début, tout le début qui est extrêmement riche et ce n'est pas si mal pour ouvrir la discussion. Le personnage principal de cette histoire, Mathilde, qui est aussi la narratrice du livre, évoque donc une impulsion, je reprends votre mot, qui naîtra des années après cet événement, la mort de Leonard Cohen en 2016. Impulsion qui naîtra sans doute aussi du visionnage, on l'a entendu, dû au hasard, d'une vidéo où on le voit sur scène en 72 à Jérusalem, interrompre, vous l'avez compris, et puis finalement reprendre son concert. Je voulais savoir à quel moment de votre travail, est-ce que c'était en amont de l'écriture, pendant l'écriture, Leonard Cohen avait surgi et comment il était devenu, je vais utiliser une image, une sorte de bumper. Vous savez ce que c'est le bumper? C'est dans les flippers. Ce sont ces cibles qui s'allument quand la bille les touche. Et c'est Pierre Michon, un grand auteur d'aujourd'hui, qui avait utilisé cette image pour parler des motifs qui revenaient sans cesse dans ses livres, qui relançaient le livre, qui les éclairaient aussi, peut-être de façon intermittente. Donc voilà. D'abord, merci beaucoup, Elodie. Je peux pas m'empêcher de dire à quel point cette lecture m'a remuée. C'est la première fois que j'entends mon texte dit par quelqu'un d'autre que moi. Et parce que j'en fais aussi la lecture. Et donc, c'est une manière de recevoir les choses qui m'a beaucoup remuée et de manière très heureuse. Parce que, voilà, on va y revenir, mais en fait, l'écriture, c'est d'abord et avant tout une voix qu'on entend en soi. C'est un peu mystérieux parce qu'elle n'est pas audible par quelqu'un d'autre que soi. Et donc, quand une autre voix s'empare des mots, ça leur redonne quelque chose de nouveau. Et donc, je suis très heureuse de faire cette rencontre ce soir qui est peut-être, je sais pas, la 70e autour de Qui vive, qui est paru en janvier même l'an dernier. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la première fois. Et je vous remercie vraiment à tous. Voilà, je vous remercie tous d'être là. Concernant Leonard Cohen, pour dire le plus simplement possible les choses, lorsque j'écris, donc j'entends des voix, je vois des images, mais c'est surtout un énorme chantier. Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. La personne qui est venue me chercher tout à l'heure à la gare me disait, alors voilà, il y a les architectes en écriture, ceux qui font un plan, ils savent ce qu'ils vont construire, et les jardiniers qui creusent la terre, qui plantent, qui voient un peu comment ça se passe. Et je suis plutôt du côté des jardiniers, et avec quand même une tendance, on va dire, à accepter le chantier, à accepter que surgissent des choses qui vont pas forcément aller tout ensemble. Mais lorsque je commence à écrire, je suis guidée par une impulsion et une sorte de tonalité. Et là, cette tonalité, elle était, en premier lieu, elle provenait vraiment du choc du confinement, et du premier et des autres qui ont suivi. Et de ce choc, comme vous l'aurez peut-être entendu dans cette très belle lecture, vraiment existentiel. C'est-à-dire comment vivre dans un monde où on ne peut plus accueillir les nouveau-nés et accompagner les morts. Donc un bouleversement très profond. Mais je voulais pas du tout écrire un livre sur le confinement, mais il naissait de ce bouleversement-là. Donc j'ai commencé à écrire, et c'était vraiment, encore une fois, un chantier absolu, et ça ne commençait pas du tout comme ça. Et à un moment donné, j'ai fait une lecture du texte, et je me suis dit, mais s'il fallait
jeter quasiment tout, à quoi, bon, je m'adresse à moi-même, à quoi tu tiendrais? Quel est le passage dans ce qui est écrit dont tu ne pourrais pas te passer? Et c'était la vidéo de Leonard Cohen. Et je ne savais pas pourquoi encore, mais c'était cette vidéo. Je sentais qu'elle était la clé. Et elle est vraiment devenue la clé du livre. C'est-à-dire que cette mort de Leonard Cohen, l'annonce de la mort de Leonard Cohen, qui donc a succédé à l'annonce de l'élection de Trump, m'a donné la vraie tonalité du livre, qui est peut-être aussi existentielle, mais m'a donné en quelque sorte les fils ou la portée, parce que dans ce moment-là, il y a deux choses qui se nouent, le poétique et le politique. Le poétique, c'est la mort d'un poète. Le politique, c'est l'accession au pouvoir. Et je pense que le poétique et le politique, c'est ce qui se tisse dans le livre, en tout cas ce que j'ai essayé de tisser. Restons modestes. Et donc, c'est venu en cours de route. Et à partir de là, j'ai su que Leonard Cohen, c'était pas un livre sur lui non plus, mais que quelque chose de lui, de la profondeur de ses chansons et de son être, allait accompagner l'écriture. Alors justement, pour parler aussi de la pandémie, on l'a entendu dans l'extrait, on a entendu le besoin de Mathilde de croire en quelque chose de nouveau, de la même façon qu'elle avait cru à l'histoire après l'écroulement de sa foi et après la promesse non tenue donc de ce traité de savoir-vivre quand même. Et cette fois-ci, c'est l'histoire qui ne lui suffit plus. On termine l'extrait là-dessus, sur les limites. Et donc, finalement, le roman se déclenche sur un espèce de déséquilibre intérieur. En fait, il commence presque une chute. Quelque chose ne va plus sur ses deux pieds dans sa vie. Est-ce que c'est un sentiment, un grand sentiment que vous avez voulu explorer à travers elle ? Oui, certainement. En fait, là aussi, j'ai envie de revenir à la lecture qui vient d'être faite du début de Qui vive, parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une forme de colère qui animait Pauline, enfin, qui portait le texte. Et au tout début, au début de l'écriture, il y a une phrase qui a ouvert vraiment le chantier. C'était très énigmatique. J'entendais vraiment cette phrase qui revenait. Je suis rentrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou. Phrase qui n'est pas présente aujourd'hui dans le livre. Et voilà, aujourd'hui, vous avez le making-of du livre. Peut-être qu'un jour, on sortira une édition avec toutes les chutes. Et puis avec une annexe quand même sur l'ABC du savoir-vivre, qui est un livre extraordinaire. Un des livres que j'ai le plus lu dans mon enfance, peut-être. Parce qu'effectivement, c'était merveilleux pendant un temps de croire qu'il y avait vraiment écrit au début du livre qu'il était là pour accompagner toutes les étapes de la vie. Et donc là, pour le coup, c'est un livre que j'ai lu et j'y ai vraiment cru. Je me disais, voilà, dans ce chaos qu'était pour moi quand même la vie dans l'enfance, pour plein de raisons, très intimes, très historiques, très sociales, je me disais, mais il y a un livre là qui dit tout. Alors, comment couper les pêches avec un couteau, comment parler aux gens lorsqu'on les croise dans la rue, combien de temps doit durer une visite, comment fait-on quand on invite quelqu'un à dîner chez soi. Et là, je m'étais heurtée à quelque chose qui faisait que je ne pouvais plus croire à ce livre. C'est que pour le dîner, il était dit que donc la maîtresse de maison proposera aux invités de passer au salon. Et nous, on n'avait pas de salon. Alors, je me disais, comment on fait? Il y a vraiment des étapes qui manquaient. Mais c'était incroyable. J'ai vraiment eu envie de croire à un moment donné de ma vie à ce livre. Et là, voilà, Mathilde n'est pas moi, mais il y a des points de jonction avec elle. Et c'est vraiment pas moi. C'est vraiment un personnage qui est né avec cette phrase sur la colère. Mais il y a quelques points de jonction, dont celui-ci, l'envie de croire qu'il existe un mode d'emploi. Et donc, certains, d'ailleurs, pensent qu'il existe et se le transmettent de génération en génération. Ce qui s'est passé, je n'ai pas décidé forcément d'écrire un livre où
où ce serait, voilà, qui serait soutenu par cette question en quoi croire quand on ne croit pas ou plus en Dieu, la politique, l'histoire qui s'effondre à ce moment-là. Mais je pense que c'était pas du tout un désir théorique de ma part. J'avais rien envie de démontrer. Simplement, quand j'ai eu ce personnage de Mathilde qui m'est apparu, donc avec cette phrase je suis rentrée chez moi et j'ai accroché ma colère à un clou. Très vite, j'ai tendu l'oreille, le regard pour savoir qui c'était, qui prononçait cette phrase. Et effectivement, le personnage de ce professeur, cette professeure d'histoire géo est apparu assez vite. Et j'ai donc senti que son ébranlement était aussi lié à sa matière, ou sa double matière. En France, c'est l'histoire géo, contrairement à d'autres pays, était lié à sa double matière et à la manière qu'elle avait eue d'adhérer à son métier et à cette grille de lecture. Et je pense que chacun a été ébranlé de manière très différente pendant ce bouleversement qui a été le premier confinement. Et elle, c'est à cet endroit-là, c'est-à-dire que tout à coup, elle dit que l'histoire devient aphone. C'est-à-dire que tout à coup, il se passe quelque chose qui est vraiment quasiment universel, qui concerne... il y a la moitié de l'humanité et plus de la moitié de l'humanité qui est calfeutrée entre quatre murs. Et c'est un événement totalement silencieux et qu'on ne peut pas couvrir comme d'autres événements. Quel reportage faire en dehors un peu d'hôpital et les rues vides. Et donc la puissance de ce bouleversement, mais sa puissance silencieuse, c'est ça qui a entraîné la question comment vivre et en quoi croire. Mais c'est vraiment parti d'elle. Tout est venu d'elle. À un moment donné, tout est venu d'elle. C'est pas moi qui décidais de si elle allait entrer dans le livre ou pas. C'est un personnage qui ouvrait la possibilité de creuser par le biais de la fiction. Pas par un essai, j'avais pas du tout envie d'écrire un essai, mais par le biais de la fiction, de creuser cette question existentielle. Peut-être qu'il faut préciser ou rappeler ce qui était dans les premières phrases, c'est-à-dire qu'il y a les événements qui ébranlent, mais plus précisément quand même, c'est la façon dont ils nous percutent, c'est par l'information, par le direct, par l'accès permanent, pour le pire et le meilleur, quand même à ces informations-là. Et vous dites qu'il n'y a rien de théorique, c'est vrai, vous nous décrivez finalement beaucoup plus une expérience physique à travers ce personnage, les insomnies de Mathilde. On apprendra ses sens vont s'aiguiser, elle va en perdre le toucher, le récupérer à un certain moment. Et c'est vrai que je cherchais un petit peu des mots à poser sur cette expérience-là. Alors je vous les propose. Je pensais à cette idée de porosité au monde, parce qu'il y a un sens positif et engagé là-dedans. Vous écrivez « L'enfermement prolongé avait fait naître en moi une âme d'enquêteuse », donc il y a quand même un désir. Et en même temps, quand on arrive, on ne va pas raconter la fin du livre, mais quand on arrive vers la fin, c'est le mot de vulnérabilité qui m'est venu. Et là, on est dans quelque chose de plus subi, mais où il pourrait y avoir quand même une force. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime beaucoup ce parcours parce que, d'abord sur la porosité, oui, le monde n'est manifestement pas plus cruel ou désorganisé aujourd'hui qu'en 1916, par exemple, sauf qu'on est au courant de beaucoup plus de choses et de manière beaucoup plus rapide et immédiate. Et je pense que ça crée vraiment une différence dans notre perception et qu'en effet, moi j'ai le sentiment, lorsque je lis une nouvelle sur mon téléphone portable, qu'elle entre directement en moi, qu'elle pénètre vraiment comme une lame et que les nouvelles sont, en quelques mots, on est face à des changements, à des bouleversements qui sont gigantesques, mais c'est quelques mots sur un petit écran. Et donc, il y a effectivement, il y a cette façon qu'ont les nouvelles d'entrer dans notre corps. Et ensuite, oui, il y a une grande curiosité. Enfin, chez Mathilde, c'est un ébranlement.
y compris cette perte de sens de l'histoire qu'elle éprouve, ou en tout cas, elle se dit qu'elle est plus capable de l'enseigner parce que elle ne sait plus dans quel sens va l'histoire. Et c'est pas une crise. Enfin, moi, je l'ai jamais vécu en écrivant comme quelque chose qui était un problème ou une crise ou une dépression, une perte, mais plutôt comme une grande liberté qu'a ce personnage d'accepter le bouleversement et d'accepter d'être à l'écoute de ce bouleversement. De ne pas passer dessus en disant « bon ben voilà, on a été confinés quelques semaines et maintenant la vie reprend ». D'abord, n'oublions pas qu'il y a eu quand même, y compris dans la bouche du président de la République à l'époque, la phrase le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant ». Bon. Il n'était pas le seul, mais il a repris à ce moment-là, dans ce discours, quelque chose qui était, pour le pire et pour le meilleur peut-être, hein, parce que je crois vraiment que cet événement dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences, évidemment. Je lisais, entre autres choses, hier dans Le Monde, dans le journal Le Monde, que la solitude chez les jeunes, le sentiment de solitude a bondi ces dernières années, et en particulier depuis la pandémie, et que je crois qu'il y a 67% des jeunes qui déclarent se sentir seuls, ce qui est énorme. On parle souvent, dit-on, de la solitude des personnes âgées. Là, ce sont des jeunes. Et on l'a vu, je pense, on est nombreux à avoir vu autour de nous, que, évidemment, que dans ce moment d'élan, qui est d'habitude la fin de l'adolescence et de liberté conquise, ils ont été vraiment enfermés à double tour. Et donc, les conséquences qui sont vraiment, je crois, même sur la santé, je lisais un autre article qui disait qu'on a prouvé que le Covid avait eu un impact cognitif sur les capacités cognitives des jeunes, des moins jeunes. Bon. Donc, tout ça, je crois que la question, alors peut-être que l'humanité n'est pas capable de prendre en charge les grands bouleversements, on le voit avec le changement climatique, mais il n'empêche qu'il y a de quoi se poser des questions quand même. Et la fiction, pour moi, c'était la possibilité de creuser, d'être entraînée par Mathilde. Et donc, pour moi, elle prend la liberté de se poser des questions et de ne pas considérer que c'est normal de retourner au monde comme s'il ne s'était rien passé. Et ça lui donne un regard neuf. Et peut-être la réponse à ces questions, c'est pas forcément de dire il faut faire telle chose, mais c'est d'avoir un regard neuf, de considérer le monde avec une forme d'étonnement, d'incrédulité, de curiosité. Et ensuite, quand vous parlez de vulnérabilité, pour moi, et ceux qui liront la fin verront, oui, il est question bien sûr de vulnérabilité, mais aussi d'une force que Mathilde a, parce que vraiment, l'impulsion qui jaillit à un moment critique, il y en a plusieurs dans le livre, mais l'impulsion finale, c'est quand même celle qui est très déterminante et pas que pour elle. Donc, c'est une vulnérabilité dans laquelle peut-être que l'acte devient plus important que la réflexion. Voilà. Mathilde dit ceci: « Dans mon entourage désarçonné, seule Lola approchait de la vérité, même si elle confondait l'espace et le temps. » Et on sent que ce livre n'aurait pas été le même sans la présence de la fille de Mathilde, qui est adolescente, vous l'avez compris. À quel moment ce personnage est entré dans le manuscrit, dans la vie de Mathilde? C'est presque un autre bumper. Ça. Ah oui. Mathilde et Julien, donc, et Lola, sont arrivés presque en même temps. C'est-à-dire Mathilde est arrivée d'abord, et puis ensuite, assez rapidement, je l'ai vue, j'ai senti la présence de Julien, son mari, auprès d'elle, qui est extrêmement aimant et compréhensif. Et voilà, c'est pas du tout une femme qui est en crise dans sa vie affective. Au contraire, elle a à ses côtés quelqu'un qu'elle comprend et qui la comprend. Et Lola était là aussi. Et c'est en faisant ce travail dans le chantier que j'avais,
que j'ai vu à quel point Lola était importante pour deux raisons. D'abord parce que Mathilde, donc son métier, c'est de transmettre l'histoire. Enfin, elle est dans la transmission, mais elle est aussi dans la transmission avec sa fille. Donc, il y avait ce miroir qui était intéressant. Et aussi parce que Lola avait ce ton un peu ironique, sarcastique. Et j'ai senti à la fois, lorsque j'écris, je dis souvent que ce qui compte aussi, c'est le son et la lumière dans un livre. Alors, on va se dire, c'est quoi le son et la lumière ? Pour moi, un livre a une musique ou un rythme, et aussi une lumière dans le sens où parfois il y a une scène qui va en éclairer une autre un peu plus loin. Donc tout ça, c'est de l'éclairage, où un personnage éclaire quelqu'un d'autre ou quelque chose. Et en fait, Lola, je la sentais présente sur le son et sur la lumière. C'est-à-dire qu'elle a une façon de renvoyer sa mère au sérieux, peut-être, dans lequel elle plonge. Et donc, elle se moque un peu d'elle. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que l'ironie pour faire ce que disait un peu Charlie Chaplin. J'ai entendu à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de qui vive, Charlie Chaplin disait « La vie, de près, c'est une tragédie. Et quand on s'éloigne un peu, c'est une comédie. » Et c'est vrai que dans les films de Charlie Chaplin, il y a des choses qui sont à proprement parler dramatiques, sauf que lui prend la distance de l'art, du cinéma, et qu'il en fait des comédies. Et donc Lola, c'est pas que j'ai voulu lui attribuer une fonction, mais elle entrait bien pour dire aussi une vérité à sa manière. C'est que oui, les questions sont graves et lourdes, et finalement, c'est quand même une grande blague, tout ça. Puisque c'est un roman existentiel, n'oublions pas que toutes les vies se terminent quand même par un point final. Et après, ça peut être 3 petits points, ça dépend en quoi on croit, mais il y a un point quelque part. Ou d'exclamation, ou d'interrogation. Mais il y a une ponctuation quand même. Et elle était là pour ça. Et aussi parce que... ça permettait de voir Mathilde un peu de l'extérieur, et j'avais besoin de ça. Je voulais revenir à l'un des exergues de Qui vive, la citation de Kafka. Je vous la lis. « L'étincelle qui constitue notre vie consciente doit jaillir d'un pôle à l'autre, par-dessus l'abîme qui sépare des contraires, afin que l'espace d'un éclair, nous apercevions le monde. » Et ces mots d'étincelle, d'éclair, ça renvoie au titre, bien sûr. Mais dans la citation de Kafka, on ne sait pas ce qui provoque l'étincelle de la vie consciente. C'est ce qui m'a un peu intéressée. Et je me demandais, pour vous, quelle place avait la littérature, les livres là-dedans. Est-ce que c'est un des espaces où on peut apercevoir dans un éclair le monde ? Alors, cette citation est extraite d'un livre qui s'appelle « Conversation avec Kafka » de Gustav Janouch. Gustav Janouch était un tout jeune homme lycéen à Prague. Kafka a travaillé après, il a été malade, mais il a travaillé dans une société d'assurance sur les accidents de travail. Et puis, il écrivait la nuit, mais il n'a pas été vraiment écrivain connu et reconnu de son vivant. Et donc, voilà, c'était un employé dans une compagnie d'assurance. Et un jour, le père de Gustav Janouch vient le voir en lui disant « Mon fils écrit un peu. » Je lui ai dit que vous écriviez aussi. Kafka avait publié 1 ou 2 nouvelles, peut-être déjà, ou un peu plus. Est-ce que vous accepteriez de le rencontrer ? Et Kafka a gentiment dit oui, parce que les écrivains sont souvent sollicités pour ce genre de choses. Et pendant 1 an et demi, avant de tomber plus malade, puisqu'il est mort quand même très jeune de la tuberculose, il a rencontré Gustav Janouch qui a manifestement retranscrit leur conversation. Et c'est dans ce livre-là qu'effectivement il prononce ces phrases, et où, si je me souviens bien, il fait précisément allusion à ce que vous dites dans votre question, c'est-à-dire que l'écriture peut être ce moment où il y a une étincelle qui jaillit et on a le sentiment d'apercevoir le monde. Voilà, ça reste un sentiment. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris,
c'est que depuis l'enfance, j'ai le vertige en imaginant l'immensité du monde et la taille minuscule qui est la mienne, qui est la nôtre. Et donc, il y a ce désir de voir à 360 degrés, ce qu'on ne peut jamais faire. Il y a ce désir de tout saisir. Voilà, à un moment donné, un de mes fantasmes, c'était de pouvoir savoir ce qui se passe sur Terre à la même minute. Et donc, on est peut-être nombreux à avoir fait ça et à se dire, mais alors, il y a tant de personnes qui naissent, tant qui meurent, et tant qui s'embrassent pour la première fois, et tant qui se disputent, et tant qui sont en train de se faire une tâche de sauce bolognaise. Et donc, voilà, cette impossibilité de tout saisir, elle est évidemment réelle, mais l'écriture, à certains moments, donne le sentiment d'apercevoir vraiment quelque chose. Et quelque chose qu'on peut voir dans sa totalité, donc à 360 degrés, parce que c'est à l'intérieur, parce que c'est une vision et qu'elle est dite avec des mots. Et donc voilà, ça dure quelques secondes, mais c'est très fort. Dans le roman, il y a la citation in extenso d'un texte que Mathilde retrouve chez son grand-père après sa mort, histoire dont le narrateur, en tout cas au début, si je me souviens bien, est un violon. Et dans ce texte est cité un autre texte. Et il s'agit des quelques lignes assez fameuses, il faut le dire, qui ouvrent Les Misérables, puisque le deuxième narrateur, si je ne me trompe pas, un des personnages du texte, est un des imprimeurs du livre Les Misérables. Hugo prend la parole pour défendre l'intérêt de son livre. Et j'ai demandé à Valérie qu'on le lise, si elle veut bien lire ce passage. Merci. Je crois que je n'ai pas noté la page, mais ouais, merci. Normalement, ça doit venir. Voilà. Alors, oui, c'est une édition des Misérables qui a été imprimée à Bruxelles. Et donc, le héros... parce qu'il y a eu plusieurs éditions, et ça, c'est vraiment... voilà, une sorte d'exergue qu'il a écrit spécialement pour cette édition à Bruxelles. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine. Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Merci. C'est bien d'entendre ça. Ça résonne, hein, j'ai l'impression. Ça résonne. Vous connaissez l'anecdote sur l'impression des Misérables? J'avais entendu ça. Alors non, je veux bien l'entendre. Il y avait eu du retard parce que les ouvriers lisaient les pages. Ah, excellent. Vous avez quelle relation avec Victor Hugo et peut-être avec cette œuvre en particulier parmi les grands auteurs du 19e? Souvent, enfin, c'est mon humble expérience, c'est souvent Flaubert qui vient parce que c'est le patron, on pourrait encadrer chacune de ses phrases, etc. Hugo, il vient pas si facilement, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup que vous en parliez. C'est vrai, c'est souvent, il y a un petit duel entre Flaubert et Balzac aussi, j'ai l'impression, chez beaucoup d'écrivains. Hugo, pour moi, ça a été... j'ai une première rencontre avec Hugo à 4 ans à peu près. Et donc avec Les Misérables, dans un premier temps, on m'avait offert un album qui s'appelait Cosette et qui reprenait spécifiquement le passage dans lequel Jean Valjean arrive chez les Thénardier, mandaté par Fantine, pour aller récupérer Cosette. Et là, Cosette doit donner à manger aux chevaux d'un
d'un client qui est là, dans la pension de Thénardier, elle ment, elle dit qu'elle a donné à boire, elle ment, et on l'envoie chercher de l'eau dans la forêt. Et là, il y a ce passage où elle va, et elle a extrêmement peur, elle a 8 ans, elle est terrifiée par les ténèbres, mais pas que terrifiée. Il y a une sorte, le passage est absolument sublime, ce passage. Elle est exaltée aussi par sa terreur. Et puis, vous connaissez la suite. Tout à coup, il y a une main qui porte le sceau, et c'est la main de Jean Valjean. Et donc, ça, c'est le premier livre dont j'ai un souvenir, parce que ma sœur, qui est plus âgée que moi de 3 ans, me le lisait. Donc, c'était une version où ensuite, Jean Valjean va acheter la poupée, la très belle poupée qui est exposée dans le village. Et elle dit, je l'appellerai Catherine. Donc, pour moi, je ne savais pas encore que Les Misérables existaient, c'était Cosette. Et puis un peu après, mon père était un très grand cinéphile. J'ai vu une version des Misérables, je devais avoir là, 8 ans, avec Jean Gabin. Donc là, il y a eu plusieurs versions. J'ai vu celle avec Jean Gabin. Et Serge Reggiani qui joue dedans aussi. Et Bourvil qui joue Thénardier. Enfin, une version extraordinaire que je peux revoir encore. Et donc j'ai vu donc, le film qui m'a complètement bouleversée. Et ensuite, chez ma grand-mère, il y avait la version intégrale des Misérables que j'ai lue vers 10-11 ans, en sautant des passages, notamment de la bataille de Waterloo. Mais voilà, j'avais pas encore lu le livre de Pénac, où il donne les 10 droits, les 10 droits du lecteur. Mais moi-même, je m'octroyais le droit de sauter. N'empêche que je l'ai lu. Et donc, Les Misérables ont eu une importance très très grande à ce moment-là, à ces différents moments d'enfance, parce que je dirais que dans un premier temps, ça a été cette capacité que Hugo a à entrer dans le cœur d'une petite fille de 8 ans. C'est extraordinaire, vraiment, il faut relire les passages de Cosette dans la forêt, ou Cosette en général, il y a une finesse de perception de ce qu'est une petite fille de 8 ans qui est exceptionnelle. Donc je pense que ça m'a profondément parlé quand j'étais enfant. Ça a été pour moi un étonnement lié à la fois aux mots, c'est-à-dire quelqu'un pouvait écrire à ce point, enfin, de manière aussi précise et profonde, la solitude d'une fillette, mais aussi dans le même temps et dans ce passage-là, il y avait du secours, puisque Jean Valjean arrive. Et c'est comme si la littérature devenait elle-même un secours. Donc c'était très important. Et ensuite, pour la dimension sociale des Misérables, moi je suis née dans une famille très 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 modeste et qui avait connu la misère dans la génération précédente, celle de ma mère. Et donc il y avait une dimension sociale qui m'a parlé très tôt. Et ensuite, pour moi, Hugo, ça a été aussi Le dernier jour d'un condamné, qui a eu énormément d'importance. Et ça a été sa poésie. Voilà. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste d'Hugo, mais j'ai lu plus tard Balzac et Flaubert, un peu, pas tout, loin de là, mais lui a été beaucoup plus fondateur que Balzac ou Flaubert. Merci. On va aborder maintenant votre travail de traductrice. Et on va parler d'Aaron Appelfeld et de ce livre Dans le faisceau des vivants. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que vous êtes traductrice, mais plus précisément traductrice de l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Je crois qu'on peut l'affirmer ainsi. Vous dédiez ce travail-là à son œuvre. Aaron Appelfeld, je vous le présente vraiment dans de trop brefs mots, mais c'est un homme qui avait échappé à l'extermination des Juifs d'Europe, contrairement à une partie de sa famille. Il va se retrouver seul, il va s'échapper d'un camp, il va se réfugier dans une forêt pendant plusieurs années. Je précise qu'il était né à Tchernovitz, qui se trouve en Ukraine aujourd'hui. Et puis il va partir à 13 ans et demi en Israël. Il va apprendre l'hébreu difficilement, vous le racontez, langue qui sera cependant celle qu'il choisira pour écrire son œuvre qui fait plus de 40 livres. On peut citer Histoire d'une vie, Le garçon qui voulait dormir, La stupeur, tous parus chez l'Olivier. Est-ce que votre désir de ne traduire que lui est dû en partie à la façon dont vous appréhendez
appréhendait son œuvre ou à la façon dont il lui-même concevait son œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une unité au-delà de raisons, j'imagine, aussi affectives qui comptent, mais est-ce qu'il y a une unité qui vous a poussé à vous consacrer à cette œuvre? Oui, certainement. J'ai rencontré l'œuvre d'Aaron Appelfeld en 2002 lorsque je préparais l'agrégation d'hébreu. Et un de ses livres était au programme. Et vous savez, quand on lit un auteur pour la première fois, et un auteur qui va compter pour nous, on a le sentiment d'entendre une voix qu'on n'a jamais entendue et dont on avait pourtant besoin. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Et donc voilà, j'ai entrepris de traduire. Je viens de terminer ma 14e traduction qui paraîtra en mars prochain, parce que Aaron Appelfeld donc, est mort donc, en 2018, mais il a laissé derrière lui une œuvre de 45 livres, dont seulement une vingtaine, enfin moi j'en ai traduit 14 quand même, sont traduits en français à ce jour. Et donc on poursuit la traduction. Et oui, il y a une unité, puisque lui-même considérait qu'il n'écrivait qu'un seul livre, qu'un seul grand livre, et que chaque livre est en fait un chapitre de ce grand livre. Donc il y a une unité pour lui dans son œuvre qui était bien là. Et en ce qui me concerne, je ne cherchais pas particulièrement à être traductrice. J'écrivais déjà mes propres livres et j'enseignais. Et puis, à l'occasion donc de l'agrégation, j'ai découvert son œuvre. Et là, j'ai ressenti une très grande nécessité de traduire. Une nécessité aussi grande que d'écrire mes propres livres. Alors, il m'est arrivé de faire des petits pas de côté en traduction pour différentes raisons, amicales ou des intérêts que je pouvais avoir pour un texte. Mais personne ne m'a donné le sentiment d'avoir une œuvre qui entrait en quelque sorte dans mon chemin d'écriture. La traduction de l'œuvre d'Aaron Appelfeld fait partie de mon chemin d'écriture. Pas pour des raisons de mimétisme. Je ne cherche pas du tout à imiter Aaron Appelfeld. Lorsque j'écris, il n'y a aucune raison. En revanche, cette pratique, parce que c'est une pratique, c'est comme si je jouais d'un instrument depuis... j'ai commencé mes premières traductions en 2003. Elles sont sorties en 2004. Donc depuis 21 ans, je joue de cet instrument. Et en jouant, forcément, je découvre des choses. Et comme c'est quelqu'un qui a eu, comme vous l'avez dit, une vie... sa mère a été assassinée, il avait 8 ans. Il s'est retrouvé déporté très jeune. Mais ce n'est pas tant l'expérience, parce que ce n'est pas l'expérience qui fait l'écrivain, je pense. Je pense que toutes les personnes qui ont écrit des récits ou des romans sur ces expériences limites de l'humanité étaient des gens qui avaient en eux une sensibilité qui faisait qu'ils voyaient et qu'ils percevaient et entendaient les choses d'une certaine manière et qu'ils ont été capables de trouver les mots pour, pas forcément restituer, mais pour esquisser quelque chose de cette expérience. Je pense à Charlotte Delbo, la secrétaire de Louis Jouvet, qui a écrit une trilogie, qui a été déportée, elle était communiste, qui a écrit une trilogie incroyable. Et donc ces gens, ils avaient quelque chose en eux. Aaron l'avait, c'était un enfant, mais il l'avait. Et donc, moi, quand j'ai rencontré son œuvre, puis sa personne, j'ai senti que c'était peut-être la seule personne dans ma vie que j'allais croiser et qui avait absolument traversé toutes les expériences humaines, mais toute la palette, de l'extrême lumière à l'extrême obscurité, de l'amour de sa mère à l'assassinat de sa mère, incompréhensible pour un enfant de 8 ans, du chocolat chaud qu'il prenait le soir, qu'on lui préparait après l'école, quand il était petit, jusqu'à la faim qu'il a tenaillé quand il s'est retrouvé seul dans la forêt pendant la guerre, et vraiment de la lumière à l'obscurité. Il avait vécu toute cette palette, et c'était présent en lui et dans son écriture. Et donc, traduire ces livres, pour moi, c'est pouvoir arpenter un espace-temps plus grand que celui de ma propre vie, et qui est lié aussi à une quête du mot juste.
parce qu'il y a ça chez lui, chez Aaron Appelfeld. La quête du mot juste, c'était son obsession. Et donc, j'espère en tout cas que... Enfin, je le fais parce que j'ai besoin de traduire. Pour moi, c'est un travail d'écriture très précieux, la traduction de ces livres. Et peut-être que ça enrichit quelque chose de ma propre écriture. Le traduire, c'est par ces livres, le ramener en Europe quand même, où se déroulent beaucoup de ces livres, je crois. Oui. Et ça, c'est pas rien. J'ai appris que ses parents parlaient l'allemand, le français, le ruthène, qui est l'ukrainien ancien, et le roumain. Est-ce que c'était particulièrement important, voire majeur pour lui, que l'on traduise ses romans dans des langues européennes, qu'ils soient lus en Europe? C'est des choses dont vous avez parlé avec lui? Ah oui, oui, bien sûr. Et il était particulièrement fier d'être traduit en français. Et il aimait beaucoup venir en France, parce que à l'époque, donc, Tchernovitz, c'était en Roumanie, et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu l'Ukraine. Enfin, c'est devenu une partie de l'Ukraine soviétique à l'époque, et aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et donc là-bas, le français c'était la langue la plus valorisée. L'allemand aussi, évidemment. Ses parents étaient germanophones avant tout, comme dans tout l'ancien empire austro-hongrois. Comme à Prague, comme à Budapest ou autre. Mais voilà, c'était même pas une langue étrangère, l'allemand, mais le français était très valorisé. Et il raconte que, vous savez, il y a une fête juive très solennelle samedi, qui s'appelle Kippour, qu'on a entendu évoquer, je crois là. Yom Kippour, c'est un jour très solennel de jeûne et de retour sur soi et de pardon, etc. Et les parents d'Appelfeld n'étaient pas du tout croyants ni pratiquants. Ils avaient abandonné la religion de leur père. Et il disait à Aaron que le jour de Kippour, il fermait les volets pour que les gens ne voient pas qu'ils étaient là au lieu d'être à la synagogue. Et il lisait en français à la recherche du temps perdu. Voilà, c'était leur façon de faire Kippour. Et donc, oui, le français était pour lui très important. Et puis, sa langue maternelle étant l'allemand, c'est vrai qu'il écrivait en hébreu. C'est vrai que ses romans sont irrigués d'européanisme, si j'ose dire, même s'il écrit en hébreu. Et donc, moi, en traduisant, j'ai l'impression de ramener ces livres sur leur terre de naissance. Et donc, c'est une nécessité que j'éprouve. Une dernière question, Valérie. Vous racontez dans Le Faisceau des Vivants quelque chose de commun entre vous et lui, qui est l'apprentissage de l'hébreu au même âge, à 13 ans, dans un pays inconnu, Israël. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti dans votre travail de traduction au fur et à mesure que vous appréhendiez son hébreu à lui, et est-ce que cette expérience commune, même si le contexte était très très différent quand même, est-ce que cette expérience commune a été fertile pour votre travail? Je pense qu'on peut parler une demi-heure de cette... Vous pouvez répondre sur une demi-heure, mais il y a aussi toute la question d'apprendre une langue quand on a cet âge-là, comment on la porte, comment... Alors, pour être très bref, parce que je pense qu'il faut qu'on tienne le temps, apprendre... Donc, on est tous deux arrivés dans des circonstances différentes en Israël, au même âge, à 13 ans et demi. Donc, lui, après-guerre, moi, dans les années 80, parce que mes parents avaient décidé d'aller vivre là-bas. Mais donc, au même âge, qui est vraiment l'âge de la transformation, du début de la transformation du corps. C'est la fin de l'enfance. Et... apprendre une nouvelle langue, enfin être plongé, non pas l'apprendre, mais être plongé dans une nouvelle langue à partir d'un certain âge, c'est extrêmement déstabilisant parce que il y a toujours ce moment où vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe et à savoir parler un peu. Et où, quand vous êtes déjà, voilà, vous avez 13, 14, 15 ans, voire que vous êtes adulte, où vous vous sentez extrêmement bête de ne pouvoir parler qu'un peu. C'est-à-dire, ne pas connaître du tout une langue, vous ne la connaissez pas, vous taisez. Mais quand vous commencez à parler et que la seule chose que vous êtes capable de dire, c'est binaire, d'exprimer des phrases binaires. J'aime, j'aime pas, je veux, je ne veux pas, c'est beau, ce n'est pas beau. Vous sentez une forme de bêtise qui vous traverse. Et moi, ce sentiment, je l'ai vécu... Et ça a été très, très, très douloureux. Et c'est ce qui m'a donné une compréhension infinie pour
tous les déplacés, exilés du monde qui ont perdu leur langue et qui n'ont pas encore réussi à conquérir celle du pays dans lequel ils sont arrivés. Alors là, pour le coup, si on parle de vulnérabilité, il y a des vulnérabilités physiques, évidemment, plus grandes, mais comme vulnérabilité psychique, je crois qu'il n'y a pas de plus grande que de ne pas pouvoir parler ni comprendre. Et ça, moi, je le vois et je le comprends. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que les gens qui parlent très mal une langue sourient beaucoup. Parce qu'ils compensent. Ils compensent en souriant. Et c'est très touchant. Et ça, cette détresse de la langue dont il fallait vraiment se saisir, je l'ai connue, il a connu, elle traverse une partie de ses livres. Et en même temps, en traduisant ces livres, j'ai pris conscience que ça avait été aussi, pour moi, comme pour lui, malgré tout, une chance. Bon, ça fait un peu facile de dire ça comme ça, mais il faut aller vite, parce qu'on a éprouvé à l'adolescence quelque chose qu'on doit éprouver en arrivant sur Terre, mais dont on ne se souvient pas, qui est le contact avec la langue, et comment peu à peu la langue entre en nous. Ça, je l'ai éprouvé et ça a été une source de découverte qui continue jusqu'à ce jour, et à travers la traduction notamment, et qui a affiné mon rapport à la langue. C'est-à-dire, j'étais déjà attachée aux mots, mais j'ai compris à ce moment-là à quel point il y avait quelque chose de vital dans la possibilité de comprendre et de se faire comprendre et de trouver le mot juste, encore une fois, de trouver le mot juste. Et ça peut être très simple, hein, le mot juste, hein, c'est pas forcément des grands mots. Et donc voilà, c'est ça qui s'est produit dans cette affinité-là. Nous allons terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Valérie Zenati. Merci beaucoup. Merci.